Au sommaire de la Citox, un numéro spécial en mode confiné. Nous vous proposons une rencontre avec Jorge Camilo Valenzuela, photographe et réalisateur spécialisé dans les expéditions de vie sauvage à travers le monde. Nous découvrirons son univers et son dernier documentaire au cœur de la vie sauvage de Bornéo. Comment cet amoureux de la nature et des voyages vit-il aujourd'hui le confinement, lui-même durement affecté par le Covid-19, et comment ce globe-trotteur voit l'après coronavirus. Bonjour à tous et bienvenue dans la Citox, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leur art et de leurs outils de création et de stockage préférés. Un podcast exceptionnel en mode confiné, diffusé en direct, qui vous permettra via le chat de YouTube Live de poser des questions auxquelles répondra en fin d'émission notre invité Jorge Camilo Valenzuela. Bonjour Jorge. Bonjour Olivier. Jorge, tu es chez toi, confiné, comme nous tous d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré les circonstances, car le confinement n'a pas été pour toi un long fleuve tranquille, car tu as été victime du Covid-19. Tu vas nous raconter tout ça. Mais en préambule, parlons plutôt de ton dernier documentaire, si tu veux bien. Bande annonce. Jorge, au cœur de la vie sauvage de Bornéo, est-ce que tu peux nous donner le pitch, même si le titre est assez évocateur, Jorge? Bornéo est un écosystème unique sur la planète. Il renferme beaucoup d'espèces endémiques, rares et en danger. Et le film raconte cette expédition d'un photographe qui va à la recherche en quête de ces 3 dernières espèces rares en danger, les éléphants pygmées, l'orang-outan et les singes nasiques. Une aventure qui va permettre de voir l'envers du décor de la vie des photographes animaliers. Voilà, donc ça te met aussi en scène. On peut le voir actuellement, je crois, sur la télévision, tout simplement en télé. Il est actuellement diffusé sur Ushuaïa TV, effectivement, le vendredi 15 et le jeudi 21 mai. Plus exactement à 15h40 le 15 mai et le 21 mai à 17h05. C'est l'avantage de pouvoir diffuser en direct. Vous pourrez le voir dès la semaine prochaine et dès cette semaine. Et puis je crois que c'est un film qui a reçu pas mal de récompenses, je crois, Jorge. Oui, il a reçu 2 awards aux États-Unis et en Espagne par rapport au meilleur chef-op et meilleur film écologique. Ouais. Et puis il a été diffusé dans le monde entier, un Discovery Channel, tout le bouquet de Canal+, RTBF, Rai, TVE, TSR, félicitations. Alors Merci. comment est né ce projet? On a bien compris quelles étaient tes motivations et comment s'est passé le tournage? Combien de temps déjà pour le tournage? Alors ce projet a mis 2 ans. Il y a eu un an de préparation, vraiment pour le repérage, choisir la technique, le décor et les sujets. Ensuite, il y a eu un travail de 4 mois dans la jungle où je me suis interné tout seul pour filmer toutes les images animalières. Ensuite, il y a eu 2 mois avec une équipe technique, ingénieur du son, chef-op, assistant, qui sont venus nous aider pour renforcer, pour faire les images contre-champ et toutes les images aériennes besoin pour ce film de qualité. Et ensuite, il y a eu 6 mois de post-production, donc 2 ans de travail. Ouais, et sur place, donc 4 mois. Et en tout, vous étiez combien de temps, combien de personnes sur l'équipe de tournage, pardon? Alors, sur l'équipe de tournage, donc les 4 mois, j'étais tout seul, vraiment tout seul. Et ensuite, pour l'équipe technique, on était 8. Ouais, alors tourner au cœur de la jungle, là, j'imagine que le tournage c'est pas forcément évident, très éprouvant pour le matériel. Comment ça s'est passé? Ça demande des moyens lourds pour tourner comme ça au cœur d'un univers aussi hostile pour tous les produits électroniques. Tout à fait, on est loin de tout, on est vraiment dans la jungle primaire, dans la forêt primaire. Donc la logistique pour intégrer à l'intérieur cette forêt met beaucoup de temps. Il faut des 4x4, des bateaux, du matériel très important, du matériel solide qui va tenir avec 95% d'humidité. Donc voilà, il faut vraiment du matériel robuste qui va pouvoir résister pendant 4 mois. Tu me disais en préparant cette émission que tout ce qui survit en clair est un vrai exploit, hein.
Oui, tout ce qui passe dans mes mains et qui arrive à rentrer sain et sauf, c'est que c'est du matériel professionnel et vraiment, voilà. Donc tu es notamment pour l'acier un formidable bêta-testeur. Alors il y a eu beaucoup de cas justement lors de cette expédition, raconte-nous. Oui, il y a eu, bon, premièrement, il y a eu du matériel cassé, une optique qui est cassée. Ensuite, on a eu un drone, un Hercule 8 palmes, qui s'est crashé avec une Tu as une bonne... caméra. J'espère que tu as une bonne assurance, Pas vraiment. On n'a pas pu, on a eu une assurance, mais bon, elle n'a pas couvert la évidemment. totalité. Et il a fallu donc sortir de la jungle, aller à Singapour, chercher un nouveau drone et revenir sur le tournage. Donc voilà, ça c'est les aléas du tournage. Et puis je crois même toi, tu t'es cassé quelque chose pendant le tournage, hein. Oui, en préparation, je me suis cassé, fracturé le ménisque en fait. Et je suis resté un mois avec le genou cassé pendant le tournage, pendant la Donc, préparation. donc quand on tourne comme ça, et ça demande beaucoup de patience de tourner et de capturer comme ça des moments de nature et découvrir les animaux sur leur terrain. Donc beaucoup d'heures de tournage. Donc le stockage, j'imagine que c'est un moment important. On s'appelle l'acitocle. Quels outils concrètement utilises-tu sur le terrain? Alors, pour moi, c'est primordial de pouvoir stocker les images deux fois, parce qu'on n'aura pas l'occasion de revenir sur place. Les animaux, quand ils font un take-off ou on arrive à voir des images, des plans incroyables, la nature ne peut pas refaire ça demain, donc on n'est pas en studio. Donc pour cela, une fois qu'on a les images, vraiment, et on a des rochers, il faut les stocker deux fois. Donc on fait une sauvegarde. Donc j'utilise effectivement des lacis, des reguettes, et dernièrement, c'est ça que j'utilise beaucoup, parce que c'est très petit, c'est compact, c'est très rapide. Il faut savoir que le soir, on rentre après 8 heures, 10 heures de marche, on est exténué, il faut dérocher les images pour le lendemain. Eh ben ça va 5 fois plus vite. Et vraiment, pour moi, c'est un gain de temps et ça me permet de me reposer pour pouvoir retravailler le lendemain. Donc ça, c'est le regard SSD, hein. Donc tu déroges, c'est-à-dire tu copies toutes les cartes SD de tes caméras sur ce disque SSD assez rapide, ultra rapide Mm. de la scie, et tu le fais à deux reprises. Tu as deux sauvegardes, c'est ça? Tout à fait. Il faut parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des rushs pour un film, un documentaire ou un film cinéma. Dans l'animalier, on ne peut pas se permettre de revenir par la suite s'il y a un Ouais. problème, s'il y a un bug. Donc il faut vraiment avoir deux disques durs. Tout à fait. Ouais, et donc là, pendant toute l'expédition, tu gardes tout sur les regards SSD. Et Mhm. quand tu reviens en Europe, tu réalises également, tu peux nous donner un petit peu ta configuration que tu as mis en place Bah, pour quand tu arrives en France, quand tu reviens en ensuite, France? voilà. Ensuite, en fait, je donne au monteur. Donc, forcément, au monteur, moi, je vais dérocher d'abord. Je vais faire un ours, ce qui permettra de donner au montage. Et ensuite, il travaillera avec un des disques durs. L'autre disque dur est sauvegardé, que c'est moi qui le garde, au cas où il y a un bug, un souci par rapport au monteur, au studio de montage et l'étalonnage. Ouais, et là, j'imagine que tu recopies sur des gros disques durs, Bien sûr. des grosses stations RAID, voire des NAS pour permettre de travailler en équipe ou d'avoir des archives sur le long terme. Pour ton info, j'imagine que le moment le plus long, c'est le plus frustrant, c'est de copier des cartes SD à longueur de journée sur des disques externes. Et on sait parfois que les cartes SD, ça manque un peu de réactivité et puis c'est assez fragile. Sache que depuis quelques semaines maintenant, si tu utilises un regard SSD comme celui que tu as utilisé lors de ton expédition et que tu as une caméra Blackmagic Pocket Cinema, tu peux brancher directement sur le port USB-C de ta caméra le disque dur pour stocker tes vidéos sans passer par une carte SD. Évidemment, ça c'est plutôt des caméras pour les studios, mais je pense que ça va au fil des mois et des années se généraliser aux caméras sur tous les terrains. Parlons maintenant du confinement, si tu veux bien, Jorge. On le disait en préambule, ce fait un moment particulièrement difficile pour toi. Tu nous racontes? J'étais en tournage à Bornéo. Par la suite, j'ai enchaîné tout de suite un jour de repos à Paris et je suis retourné en Amazonie. Et Ouais. en rentrant d'Amazonie le 11 mars, je suis passé par Madrid, par les aéroports de Madrid, de Paris, Charles de Gaulle, et je suis arrivé à Bruxelles. Et 4 jours ou 5 jours après, fièvre, 39,4, 39,8, courbature. Et donc voilà, donc j'étais dans un sale état, triste état. Je suis quelqu'un de très robuste, hein. Une grippe, une rhinopharyngite, ça dure 3 jours, 4 jours avec moi et c'est fini. Là, ça a duré une semaine. J'étais à l'hôpital, ils ont effectivement diagnostiqué le Covid-19. Mm. Une semaine, 15 jours de repos, j'étais bien. Je pensais que j'avais retrouvé ma vitalité. Je respirais encore le souffle court, mais ça allait. Et j'ai fait une rechute il y a 3 semaines. Et là, c'était autre chose. Là, j'ai arrêté de respirer. Mon diaphragme s'est coincé. J'ai déchiré mon diaphragme. Et je me suis retrouvé aux urgences. Voilà. Ouais.
c'est vraiment Donc, une maladie effrayante, quoi qu'on peut penser. Tu es jeune, tu es en pleine santé, tu es quelqu'un de solide. Je peux en témoigner. Ça montre qu'il faut continuer à rester prudent, même si on s'approche. Pour les Français, toi, tu es à Bruxelles, effectivement, de la période de déconfinement. Il faut continuer à adopter ces gestes barrières, on ne le dira jamais assez. Et tu en es malheureusement la triste illustration, même si c'est vrai que tu constitues, de par ton métier de photographe et réalisateur, une catégorie à risque, parce que tu voyages beaucoup, hein, dans les avions, dans les aéroports, tu rencontres énormément de monde. Mais quand même, il faut rester prudent. Ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes, ce type de maladie. On ne le répétera jamais assez. Parlons justement de ton métier. Comme beaucoup de photographes et de réalisateurs, tous tes projets ont été brutalement stoppés, hein, bien sûr, par le Covid, ou du moins la période de confinement. C'est un moment, j'imagine, très compliqué pour toi, pour tes deniers personnels et pour toute la profession. Comment vous vous organisez? Comment tu t'organises avec tes collègues? Tu en parles un petit peu autour de toi? oui, ben, on a tous reporté nos projets de la rentrée 2021 à 2020, enfin de 2020 à 2021. De toute manière, là, on est obligé de reporter tous nos projets. On ne peut pas prendre le risque de, de continuer cette pandémie à travers notre métier. Comme tu l'as dit si bien, je voyage beaucoup. Donc, j'imagine que d'autres personnes peuvent avoir aussi encore le Covid. Je peux leur avoir aussi, je peux le retransmettre. Donc, à ce jour, on ne prend pas de risque, on va travailler autrement et on prépare bien nos projets pour 2021 et peut-être fin 2020 si on nous permet de voyager outre Europe. Ouais. Et quelle est la situation justement? On sait que on parle beaucoup des intermittents du spectacle, on parle beaucoup des journalistes sont un petit peu à part, mais des cinéastes, des vidéastes, des photographes. La situation est assez compliquée en ce moment. Il faut une vraie solidarité pour Tout cette à fait, profession. parce que c'est notre saison. On est vraiment porté par nos projets et on le fait par passion. Mais je veux dire, nous, dans notre statut, on n'a pas vraiment d'indemnité par rapport à ça. Une fois qu'on investit sur des projets, on attend les retombées. Et si jamais ces projets sont stoppés, personne nous aide financièrement pour tenir tout ce temps de confinement. Alors, Donc c'est assez compliqué. parmi les projets qui te tiennent particulièrement à cœur, il y a le Festival international du film et de la photographie animalier et de nature. Ça s'appelle le FIPAN. Ça a lieu tous les ans dans le sud de la France. Et malheureusement, cette année, l'édition a été annulée, hein. Elle récompense tous les ans les photographes et techniciens audiovisuels qui œuvrent pour préserver notre patrimoine naturel. Pardon. Est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation et au-delà, comment tu vas t'organiser justement par rapport au Covid? Elle est reportée, elle est complètement annulée. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Concrètement, c'est un festival qui rend hommage à tous les photographes et techniciens audiovisuels du monde entier, et on leur remet des prix et des awards. C'est un moment de partage avec tous les techniciens pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, en France, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Et c'est le lieu où les publics peuvent rencontrer aussi et parler avec les techniciens et les réalisateurs l'envers du décor du film, comme le documentaire Bornéo ou d'autres films d'invités. Malheureusement, ce festival, effectivement, a été repoussé à 2021. C'est très compliqué parce que ce sont souvent des invités internationaux qui viennent en France pour partager leur passion au travers de ce festival. Et il y a toute la logistique qui est annulée. On avait investi des frais aussi en termes de communication, préparation. On ne sait pas si on aura des aides. Et donc, pour nous, c'est très difficile de pouvoir refaire un festival 2021. On va le faire avec nos propres efforts, avec nos partenaires qui vont nous aider, j'en suis sûr. Mais ça sera effectivement un festival qui va donner une impulsion au cinéma, au documentaire animalier, aux photographes, parce que c'est un métier qui est très dur, très difficile, qu'on connaît peu, et il faut justement le valoriser un peu plus. Donc ce Et puis, festival est là pour défendre ces valeurs. il faut aussi encourager les plus jeunes et faire découvrir de nouveaux talents. Et ces awards, c'est une formidable occasion de le faire. Donc, elle aura lieu en 2021. Ça aura lieu, tu as à peu près, pas les dates exactes, mais à peu près une idée du moment où ça aura lieu l'année prochaine. Ah, c'est à Mimizan, hein, c'est bien Oui, ça? c'est à Dans le Mimizan, au sud sud. de la France, dans les Landes, au bord de la mer. C'est un très très beau pays, les Landes, avec les forêts de pins, la mer, les lacs. Et ça se passe dans un décor naturel. On a un cinéma en plein air, on a un vrai cinéma, on a une exposition en plein air en bord de Mhm. mer. Et ça se passe normalement le week-end de l'Ascension l'année prochaine, du 13 au 15 mai.
Donc rendez-vous au mois de mai 2021 et que je te propose qu'on essaye l'année prochaine de faire un Acitox, pourquoi pas en duplex de Mimizan. J'ai hâte de découvrir cette magnifique cité, si tu es d'accord, bien sûr. Avec plaisir. Oui. Alors justement, on va essayer de projeter, si tu veux bien, c'est une question qu'on se pose tous en ce moment en période de confinement. Toi qui voyages beaucoup, toi qui es un artiste, un photographe, un réalisateur, comment vois-tu le monde d'après? Et toi qui es accessoirement également un grand défenseur de la nature, mais aussi un globe-trotter, hein, c'est parfois pas toujours compatible quand on prend beaucoup l'avion. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir reprendre tes expéditions à travers le monde, à travers la planète, ou qu'il va falloir demain changer profondément de modèle? On va devoir prendre en compte que le confinement actuel est peut-être sera porté plus tard aussi également. Donc il y aura peut-être d'autres maladies ou d'autres confinements à venir. Donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, nous en tout cas, on est en train de penser à demain avec des nouveaux systèmes de diffusion. Effectivement, Internet pour nous est quelque chose qui est très important. Et je pense nous réalisateurs, on va devoir travailler un peu plus et collaborer avec des journalistes comme vous ou des émissions Internet. Et avec le flux que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de stockage, beaucoup de rush, penser autrement dans la diffusion. Donc faire peut-être effectivement plus de podcasts, utiliser un petit peu le modèle interactif avec, en direct, nous sommes actuellement, avec les gens pour pouvoir parler un petit peu directement sur le sujet avec le matériel et notre travail, quelles sont la nécessité aujourd'hui et de communiquer vraiment interactivement avec le public. Ouais, intéressant et on a hâte de voir ça et on t'aidera s'il le faut avec nos faibles moyens. Avant de te poser la dernière question, parce que c'est la dernière question ensemble, je vous rappelle que vous qui nous suivez en direct sur YouTube Live, sur la chaîne d'On refait le Mac, vous pouvez effectivement poser vos questions via le chat qui est juste à côté de moi, regardez sur la gauche de l'écran, sur la droite pour vous. N'hésitez pas à poser les questions, on va les sélectionner juste après le jingle et Jorge vous répondra en direct. Quel est justement ton prochain projet? Ce sera ma dernière question entre nous en tête à tête. Tu vas mettre, je crois, le cap sur la Patagonie, c'est ça? Tout à fait, actuellement, je travaille sur la Patagonie, sur le Puma et l'écosystème incroyable de la Patagonie et d'Aysén, avec un livre photo et j'espère prochainement un film cinéma. Plein de projets formidables. Et puis, je crois aussi, mon petit me souffle dans l'oreillette, que tu organises également des masterclass. On peut partir avec toi, découvrir ton métier et carrément l'apprendre. C'est bien ça? Tout à fait, je propose des Safari Masterclass à seulement 4 personnes, un petit groupe VIP, qui nous permet vraiment de rentrer en expédition en ma compagnie et d'enseigner toutes mes astuces et techniques dans la forêt tropicale de Bornéo, Amazonie, Ouganda ou Patagonie actuellement. Bah écoute, après mes mises, on va mettre le cap sur la Patagonie avec la Citos l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir, Olivier. Bon, il faut juste qu'il y ait la 4G, on va se débrouiller. Merci beaucoup, Jorge. C'est pas fini, hein. Je te propose que tu répondes à présent aux questions des internautes via le chat de YouTube Live. Regardez, la fenêtre est juste à côté, le chat de la vidéo sur YouTube. C'est juste après le jingle. Jorge, pas mal de questions pour cela. Je vais sortir mon ordinateur que j'avais laissé sur le côté. Alors, pour pouvoir lister les questions sur... Donc je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous pouvez gagner un livre offert par Jorge. Hein. Alors qu'est-ce qui... Et puis, donc, on va les tirer au sort. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en direct. Il y a 3 ouvrages qui vous seront offerts par Jorge. Et de l'autre côté, une surprise, regardez, on vous offre aussi un disque dur, un magnifique disque Rugged SSD de l'ASSI. C'est On refait le Mac qui vous l'offre. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de laisser un commentaire. D'abord, il faut poser une question, bien sûr, et puis accessoirement, un commentaire. Et sur ce commentaire, vous allez écrire Rugged SSD. On tirera au sort un peu plus tard. Évidemment, vous pouvez le laisser dès maintenant. Et puis, également, ceux qui regardent l'émission en replay pourront tranquillement, également être tirés au sort. Alors, je liste les questions. Tu m'entends, Rugged? Oui, c'est correct. Rugged, c'est bon, bref. Pas mal de questions sur le compte On refait le Mac sur YouTube. Hein, c'est là que, regardez sur le côté droit, c'est là que on peut poser les questions. Une première question de David qui nous dit: Ok, je lance les questions. Combien de temps faut-il pour préparer un film documentaire comme celui que tu diffuses sur Ushuaïa TV? Jorge, c'est à toi.
C'est 2 ans de préparation. Il y a donc 1 an de préparation de repérage, écriture scénaristique, décor, les sujets, les autorisations. Ensuite, il y a 4 mois de tournage en solo. Je photographie, je réalise toutes les images animalières nécessaires pour le film. Ensuite, il y a une équipe technique qui vient en deuxième à la fin pour faire les contre-champs. Et de 4 à 8 personnes, ingénieur du son, chef-op, assistant. Et par la suite, il y a 6 mois de post-production. Donc en tout, ça fait 2 ans de travail. Ouais. Une autre question de Jocelyne de Poitiers. Bonjour Auré, passionnant pour ton dérochage. Tu utilises quel soft en particulier? Alors pour dérocher, sur Final Cut Pro X, dans l'ordinateur, dans la jungle, très rapidement pour faire un ours pour voir ce qu'il faut. Et ensuite, on met tout sur un disque dur LACI, comme on a dit tout à l'heure, on sauvegarde 2 fois pour être sûr d'avoir les images en backup. Ouais, donc en clair, tu pas forcément un logiciel particulier de dérochage, mais simplement ton logiciel de montage. Oui, voilà, j'utilise le montage. Une question de David. Un vrai plaisir de t'avoir rencontré à Mimizan, Roré. Bon courage pour la suite. Prends bien soin de toi et des tiens. Donc c'était juste un petit message amical. Merci. Question de Jacques. Ne faut-il pas, à moyen terme, envisager des projets plus nationaux ou collaborer avec des photographes locaux pour éviter les transports notamment? Alors oui, bien sûr, mais après, il y a chaque réalisateur comment dirais-je, raconte une histoire. Donc, on n'est pas dans le magazine, on est plutôt dans le documentaire, réalisateur unitaire, donc de création. Donc, si vous voulez, chaque personne avec le même sujet, on peut raconter différents angles, différentes histoires. Donc, à partir de là, on se fermerait quand même un petit peu à, voilà, à toujours avoir les mêmes contenus, avec les mêmes images, et pas forcément le même angle. Vous voyez? Bonjour Roré, que penses-tu des iPhones pour photographier et filmer pour des amateurs comme nous? Écoutez, moi, des fois, ça m'arrive de prendre mon iPhone, de photographier, voilà, pourquoi pas. Bon, après, ce n'est pas le même, le contenu n'est pas le même, n'est pas adressé à la même personne. Je réalise des photos pour des magazines, pour des gros tirages photos de 1,20 m par 1,80 m, des expos. Donc voilà, c'est pas la même qualité des beaux livres. Maintenant, on peut faire des photos, bien sûr, avec un iPhone, elles sont de très bonne qualité aujourd'hui. Et voilà, mais on n'aura jamais un zoom dessus pour pouvoir faire une optique et voilà. Question d'Armand Le Mouel. Le regard SSD possède-t-il un bon débit, toi qui l'as Oui, dans la jungle? oui, oui, j'affirme. Grâce à lui, je dors beaucoup plus d'heures dans la nuit. Voilà. Ouais, alors, il faut savoir une chose, c'est que le regard SSD qui est là, vous voyez l'orange, c'est une version équipée d'un port USB-C. Et si vous prenez la version noire, ici qui est juste à côté, c'est une version Thunderbolt 3 qui est encore plus rapide. Il faudra que tu testes ça, mon ami Rory. Avec plaisir. Ok, question de Kiuran. Pourquoi avoir choisi du Mac par rapport à du PC qui peut être plus facilement trouvable ou endurci, Rory? Je suis Mac depuis l'école audiovisuelle. J'ai jamais changé. J'avoue que j'aurais du mal à passer à un PC, tout simplement. Je n'ai rien contre PC. Le son est faible, donc voilà, il est monté à mort. Hein, je peux pas mieux faire les enfants. Voilà. Alors, je fais des captures d'écran pour les gagnants tout à l'heure du concours. Voilà, formidable. Guillaume, non, question de Denis Argot. Je précise. Ah, d'accord. Bien. Est-ce que vous m'entendez toujours sur le. Oui, vous m'entendez. Moi, je vous entends. Oui. Alors, on a d'autres questions sur le chat. Alors, je suis en train de les remonter. Voilà, faire tout en même temps. Donc, Rory, tu expliques que tu copies le contenu du SSD externe sur un autre disque. Quel type de disque tu utilises pour la deuxième archivage? C'est aussi un SSD ou c'est un disque plus classique? Un plus classique, un Rugged, un 4K, un 4T, 4 Tera, pour pouvoir vraiment être sûr. Enfin, pour moi, les disques classiques, vraiment, ils sont anti-choc. Faut pas oublier qu'on est en conditions extrêmes, on est dans la jungle, on passe des bateaux, on est en 4x4, ça tape, donc voilà, il faut vraiment quelque chose, il faut un Rugged, pas autre chose. Ok. Alors, autre question de Cella. Arrivez-vous à ne pas avoir l'esprit occupé uniquement par la technique au détriment de l'art? Non.
Non, justement, c'est pour ça que la première question est très intéressante, c'est-à-dire que on a passé quand même un an à préparer le film. Donc ça veut dire que toute la partie artistique, les storyboards, les images, etc., les plans, on les avait bien déjà répertoriés avant. Ensuite, la narration, c'est les animaux eux-mêmes qui nous racontent leur histoire. Donc ils nous offrent ce qu'eux, ils veulent nous donner, avec la lumière, etc. Donc passer 4 mois dans la jungle pour faire un documentaire 52 minutes, c'est pas donné à tout le monde. Faut vraiment, c'est un privilège vraiment de pouvoir passer 4 mois dans la jungle et ensuite 2 mois avec une équipe technique. Donc, on a vraiment pris le temps d'organiser la technique pour laisser cours à la libre à l'art. Hmm. Une autre question de Jacques Morel. Quelle est ta caméra principale en documentaire? Aujourd'hui, c'est la RED. C'est la RED. Je crois que je pourrais plus m'en passer. Et la Gemini 5K, je tourne en 4K wild. Widescreen, donc vraiment format cinéma, j'aime bien ce côté. Et elle est rapide, elle marche bien dans les climats tropicaux, elle est facile à porter, elle est légère, enfin, voilà. Et l'image de qualité, elle est extraordinaire. Question de David à nouveau. Comment finances-tu ce genre de projet? Ah, J'imagine que ça doit coûter assez cher. c'est le plus gros, c'est le plus gros, on va dire, place qui prend le temps à préparer un film, hein. C'est de trouver des producteurs ou des coproducteurs. Moi, j'ai la chance de coproduire mes films, donc c'est-à-dire que j'investis de mon temps, j'investis de mon matériel, aussi des finances, et ensuite avec un ou deux producteurs, on arrive à me faire un montage. Donc c'est plus léger pour tout le monde. Ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir un distributeur qui aussi va rentrer au moment de la post-production pour nous aider pour faire une bonne post-prod, parce que ça c'est très important aussi. C'est ce qu'on défend dans le Festival FIFPAN. C'est tous les corps de métier, c'est-à-dire pour réaliser une belle œuvre de qualité, il faut vraiment avoir toute une équipe, toute une chaîne, tout un maillon. Le réalisateur, l'auteur, ensuite le chef-op, l'ingénieur du son, le monteur son est à l'honneur, et bien sûr la voice-over et tout ce qu'il faut avec. Donc du coup, c'est tout un ensemble d'une équipe nécessaire pour faire un film. C'est une vingtaine, une trentaine de personnes en fait, qui travaillent dans le film. Une autre question de Denis Argot. Réaliser ce genre de film Oui. nécessite-t-il des autorisations particulières? Obligatoire. Quand on fait un film à but lucratif, parce que c'est un but lucratif, il y a une chaîne qui va nous payer, qui va nous verser, on aura des droits d'auteur, on aura un salaire. Il faut de toute manière demander l'autorisation au département de Wildlife ou alors au ministère des Relations extérieures. Parfois, ça dépend des pays où on va. Et à partir de là, on est agrémenté, on est encarté. C'est-à-dire qu'on a une carte de presse et on peut rentrer à l'intérieur. On a un cahier des charges à tenir en disant ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que le repérage est très important. On ne se balade pas où on veut dans la jungle, hein. On a ciblé, etc. Certains pays, on doit signer une décharge comme quoi, s'il y a quoi que ce soit, le gouvernement n'est pas responsable, il ne viendra pas venir nous chercher. Ça peut arriver en Amazonie, par exemple. Ouais, j'imagine. Autre question plus technique. Fais-tu également des sauvegardes dans le cloud quand tu es rentré, j'imagine, en Europe ou carrément sur un NAS? Alors oui, quand je suis chez moi au bureau, effectivement, j'utilise le Time Machine ou les clouds, effectivement, ça c'est plus important. Mais quand je suis chez moi, mais il faut savoir qu'en fait, si vous voulez, une fois que les images, les rushs sont arrivés, dans notre condition, on va donner une copie au monteur qui va dérocher avec moi et qui va travailler. Donc lui, forcément, il a un NAS, voilà. Et ensuite, quand on est à l'étalonnage ou au montage son, pareil, pour sauvegarder toutes les données qu'on est en train de travailler et vraiment être sûr. Mais moi, personnellement, je n'ai pas un NAS chez moi, on va dire. Je n'ai pas besoin puisque après, je délègue la procédure de post-production. Ouais. Et une question d'Olivier Frigara en direct de sa cave. Quelles sont les qualités d'un réalisateur et d'un photographe pour ce type d'expédition où tu dois observer la nature et notamment des animaux, donc ça demande des qualités particulières, j'imagine. Bah, il faut surtout très bien connaître son sujet. On doit connaître les codes de chaque animal qu'on va travailler. Les saisons, on peut les trouver. Donc c'est vraiment un travail pas simplement technique, mais aussi vraiment on va dire, presque biologiste, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît intimement son espace animal qu'on va travailler. À partir de là, ensuite, il y a le côté vraiment raconter une histoire. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas seulement faire de belles images, sinon ça fait un clip, c'est avoir une histoire, une narration, un fil conducteur qui va raconter, qui va nous mener les spectateurs dans une histoire, dans une aventure. Ouais, quand tu nous le dis en préambule, en fait, il y a des repérages. Tu écris ton film, Oui, comme si c'était un vrai scénario.
Tout à fait. Et tu sais exactement les scènes que tu dois filmer, quoi. Oui, Il n'y a voilà. pas de hasard. En fait, bon, il y a le hasard de la nature qui va nous offrir des choses ou qui vont pas nous les offrir. Mais on sait où est-ce qu'on va, on sait quel animal on va filmer, à quel moment, à quelle lumière. C'est important la lumière. Quand on parle tout à l'heure de côté artistique, on cherche une lumière belle le matin ou l'après-midi. Donc, on tourne 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures la nuit. Enfin, c'est assuré. Et les animaux, si vous voulez, il y a des moments où on va attendre 2, 3 jours pour un plan. Pour un plan, parce qu'il est dans le storyboard qu'on a dessiné, qu'on voulait raconter une histoire, ce qui nous permet de partir sur une autre histoire, vous voyez. Donc, 4 mois de tournage. Aujourd'hui, très peu de chaînes peuvent se permettre d'avoir 4 mois de tournage. Normalement, c'est un mois et demi. Ils ont de plus en plus, les budgets sont serrés. Moi, j'ai pris la liberté d'être moins payé, voilà, mais de faire des films qui sont passionnants et qui méritent du temps pour raconter une belle histoire. Alors, une question encore de Denis. Je pense que lui, il aura au moins gagné un bouquin, c'est clair. Le montage du film est réalisé sur quel logiciel? Final Cut Premiere, je crois que tu as répondu, mais tu peux répéter. Alors moi je Je sais déroge. que tu es sur Mac. Voilà, Hein. moi je suis sur Mac. Voilà. Donc moi je prends utilise Final Cut Pro X pour dérocher. Je fais un ours vite fait. Je donne ça au monteur. Le monteur il déroge tout aussi. Et ensuite on travaille ensemble. Le montage c'est un réalisateur et un monteur. Lui il travaille après sur Avid ou sur Premiere. C'est voilà. Moi je suis plus une personne qui fait le montage. Je suis derrière. On travaille les plans. J'ai du recul. Je reviens, etc. Donc là en l'occurrence c'était sur Avid. Ouais. Donc ça montre qu'on peut quand même passer d'une plateforme à l'autre entre le réalisateur et le monteur sans trop de difficultés. Si toi tu travailles sur Final Cut et le monteur sur Avid ou même Premiere. Pourquoi tu as fait le choix de Final Cut concrètement? Plus simple, moins cher? Non, dernièrement j'ai eu Premiere. Je commence à faire des petits teasings aussi en Premiere. C'est assez marrant, c'est plus simplifié. Mais voilà, quand on est Mac, on est Mac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a du mal après à passer un PC. Je n'ai rien contre PC, mais je n'y arrive pas. Enfin, les raccourcis, tout. Voilà. Donc Final Cut, ça ressemble un peu pareil à avant. Et donc, du coup, je m'y retrouve et voilà, j'ai des automatismes. D'accord. Autre question de David. Maintenant, c'est après l'archivage de tes vidéos, est-ce que tu as une application particulière pour archiver cette fois tes photos? Alors là, j'ai pris Lightroom il n'y a pas très longtemps pour pouvoir mieux archiver. Je l'avais mis de côté. C'est de l'Adobe. Hein, ouais, voilà, je l'avais mis de côté un petit peu. Là, je réutilise. J'avoue que j'ai de moins en moins de temps pour dérocher. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je pars sur un projet, je mets tout dans des disques durs. Là, si, bien sûr. Je mets et j'organise. Et quand je vais travailler sur le projet du livre, je travaille avec un maquettiste, je commence à dérocher. C'est-à-dire que j'aime pas trop non plus, j'ai pas le temps de dérocher tout ce que je fais au fur et à mesure. Je le stocke, je ne que pas. Et quand je rentre en mode livre, magazine, reportage, etc., je rentre dans mes fichiers, je commence à trier, je commence à travailler. Le travail d'archivage, ça demande énormément de patience d'organisation, ça s'improvise pas. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on a une casquette réalisateur, donc on travaille l'image vidéo, et l'autre casquette photographe. On peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a des aptitudes à faire les deux, mais il faut à un moment scinder. Quand je fais des films, je fais des films. Quand je fais de la photo, je fais de la photo. Et j'imagine qu'après, il y a du traitement, il y a de la correction. Tu aimes bien triturer des photos? Très peu. Très peu. Ouais, je suis assez un puriste, je suis old school. Donc, Photoshop pour relever quelques grains, quelque chose, un peu de densité. Enfin, voilà, très peu. Alors, encore des questions. Il y a pas mal de questions. Oui, je vois ça. Dans le chat de YouTube Live. Donc, Denis me dit le sujet était surtout très intéressant, mais je ne suis pas contre un livre. Donc, Denis, je peux déjà vous dire que vous avez gagné un livre. Donc, il faut envoyer votre adresse à contact@onrefaitLemac.com, Denis Argot. Voilà. Olivier, question de David Oliguero. J'ai oublié Célia, pardon. Il y avait Célia Simonet avant. Qu'attendez-vous comme évolution technologique, Roré, sur votre matériel, caméra, laptop, système de stockage de données, hormis la miniaturisation? Qu'est-ce que tu voudrais avoir à ta disposition? Hormis, on a bien compris, parce que tous les matériels avaient du mal à supporter l'humidité et revenaient souvent en panne. Qu'est-ce que tu attends des nouvelles générations de produits qui vont arriver? Pour l'instant, aujourd'hui, je pense que la technologie, elle avance assez bien. Les petits disques durs SSD, ils sont petits comme ça, compacts, il y a 2 Tera, on peut avoir des 4 Tera. Je trouve ça génial. Déjà, moi, le poids, je porte mon poids donc sur mon dos et ça, c'est super. Pour les valises aussi, il faut savoir que quand je vais en tournage, j'ai 80 kilos de matériel. Donc, plus c'est réduit, mieux c'est pour moi. Plus c'est compact. Ensuite, côté ordinateur, il faut savoir que, j'ai rien contre les
intéressé, mais moi, mon Mac, il a été de Bornéo, Ouganda, Amazonie, Patagonie. Il est increvable. Il se raye un petit peu, je le casse dans les coins, mais il marche toujours. Donc, pour moi, aujourd'hui, la technologie avance bien, qu'elle continue comme ça, surtout. Faire des produits peut-être un peu plus compacts, effectivement, ça s'améliore. Et puis, voilà, continuons comme ça. Rien à dire. Autre question de David Olero sur toujours le chat de YouTube Live. Le climat a-t-il changé? Depuis combien d'années à ton regard? Parce que c'est vrai que tu voyages depuis longtemps. Est-ce que tu vois au cœur de la vie sauvage je dirais des pistes, sans jeu de mots, qui te permettent de dire que le climat est perturbé aujourd'hui? Oui, j'ai la chance, on va dire, de travailler souvent sur le même spot, ça veut dire en Amazonie, en Patagonie ou à Bornéo, tous les ans. Hein. J'y vais presque tous les ans. En Bornéo, je vais même 2 fois par an, en Patagonie 1 fois par an minimum. Et en Patagonie, par exemple, le glacier Grey, dernièrement, j'étais à faire un safari masterclass avec les clients et j'ai vu le glacier Grey mais reculer de centaines de mètres. Quoi. J'ai été triste, ça m'a choqué de voir ça. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, il a reculé. On était en Patagonie en intersaison, on devait faire un peu frais, il faisait doux. Le soir, on était en t-shirt. Donc le changement climatique, il est là, il est présent. On a fait du trekking dans les glaciers aussi. Et pareil, le guide nous a montré les tiges de carottes et en moins de 4 mois, il avait perdu 12 mètres. Donc c'était aberrant. En Amazonie, les rivières, les affluents changent tout le temps. Et puis, on commence à voir des détritus, c'est des mineurs qui commencent à contaminer, l'érosion. Euh, Bornéo, je peux dire que la partie où je travaille, en tout cas moi à Sabra, elle est encore intacte grâce au gouvernement, grâce aux ONG qui travaillent dessus. Mais bon, la partie Kalimantan, elle a beaucoup été déforestée. On le voit des fois, certaines fois, on voit la fumée, le smoke du système de brûlis, les sartages qui font les fermeurs, les fermiers, et on le voit que ça arrive dans la jungle. Donc ça, c'est malheureusement, voilà. C'est pour ça que le festival existe. Les documentaires et les gens comme moi font ce travail par passion et pour sensibiliser le public à l'importance du patrimoine naturel. Il faut le protéger, il faut le préserver. Alors encore pas mal de questions. On va essayer de les lister vite parce qu'on arrive bientôt au terme de ce podcast. Une question de Jacques Morel qui a également posé beaucoup de questions. Donc Jacques, j'ai le plaisir de vous annoncer que Roré va vous offrir un bouquin. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées à contact@onrefaitlemacom. Donc question de Jacques. Dans quelle mesure les documentaires animaliers des années 90-2000, de la BBC notamment, ont-ils influencé ton travail, notamment sur les storyboards et cette notion d'histoire racontée? Oui, la BBC, National Geographic et d'autres, ce sont les rares chaînes qui arrivent à faire des films où ils vont partir 6 mois, 9 mois, 1 an pour faire un film. Bon, après, ils ont la possibilité de faire une grosse production, donc forcément, voilà, ils ont les moyens. Mais ils ont le temps de rentrer dans l'histoire, dans le sujet des protagonistes, de raconter leur histoire, pas comme des animaux simplement, mais comme des individus à part entière. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, le côté écriture de ces films. Et ensuite, la qualité de l'image, elle s'obtient pas seulement avec la technique, mais aussi avec le temps. Il faut prendre le temps pour raconter un lever de soleil, un animal, sa routine, son quotidien. Les animaux, ils ne vous laissent pas arriver comme ça, on les filme. Il faut rester des semaines avec eux avant de pouvoir rentrer dans leur intimité, dans leur cercle et pouvoir les filmer. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas avec ma caméra, je les filme, je me montre pied, je les filme. Je les observe, je les photographie, je viens, je reviens et jour après jour, ils acceptent ma présence et là, je peux commencer les filmer. Ouais. Une question de Renaud cette fois-ci. Quelle config utilises-tu pour le montage vidéo en déplacement? Besoin d'un nouveau Mac pour du montage vidéo 4K? Je ne sais pas si ça a déjà été abordé. Oui, ça a déjà été abordé, mais oui, en déplacement, je fais pas le montage. Tu dérush, hein. Je dérush, je mets les images bout à bout juste pour voir s'il y a des plans nécessaires. Tout à fait. Ouais. Encore une question de Denis qui nous remercie pour le bouquin. Une question concernant l'iPad et l'iPad Pro en particulier. Plus mobile qu'un Mac, pourrait-il entrer dans ton workflow à terme? Voilà, tout concrètement. Oui, on en avait parlé au début de l'émission. L'interactivité, de parler avec le public, etc. Peut-être qu'on va y arriver. Peut-être quand on sera en film, en tournage, on fera avec nos partenaires des studios depuis Bornéo à Paris et ainsi de suite. Donc effectivement, un iPad n'est pas exclu pour pouvoir travailler dans ce type de configuration. Mais pour le montage, je pense pas aujourd'hui. Il faut quand même une bécane, un MacBook Pro et
et voilà, et des super disques SSD pour pouvoir faire le job. Voilà. Autre question de Jocelyne Foissier. Comment participer au festival? Alors, le festival, il aura lieu donc du 13 au 15 mai 2021. Si vous voulez, il y a un site, fifpan.org. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mars, 30 mars ou 15 mars l'année prochaine, pour les concours photo amateurs, concours film. Vous avez aussi la possibilité de venir en tant que festivalier. Hein. Il va durer 3 jours le festival et c'est un prix très abordable à 5 euros. Voilà. Il faut remercier aussi tous les bénévoles qui travaillent à Mimizan. Ils sont gentils comme tout, toute l'équipe de la mairie, les techniciens, vraiment, parce qu'un festival, il est fait vraiment, voilà, c'est pas but lucratif, hein, donc on le fait avec le cœur, on prend notre temps et tout le monde participe à ce festival pour sensibiliser le public à l'importance du patrimoine naturel. On travaille beaucoup avec les enfants et aussi rendre hommage à tous ces réalisateurs, photographes et techniciens. Je mets le point sur les techniciens audiovisuels, sans qui, eux, ils n'auraient pas le film que vous pouvez voir sur Ushuaïa en ce moment. Voilà, et qui en ce moment galère, hein, vous l'imaginez bien, on en parlait tout à l'heure pendant le confinement, puisqu'il n'y a plus de spectacle vivant, il n'y a plus de tournage, tout est arrêté, et c'est assez compliqué. Et nous, on a la chance d'avoir quand même cette cave pour continuer à faire nos podcasts et les directs avec toi. Alors, question plus de macophile, parce qu'on est sur la chaîne d'On refait le Mac. Est-ce que tu penses prendre un MacBook Pro 16 pouces en déplacement à l'avenir plutôt que ton petit 13 pouces qu'on a aperçu tout à l'heure dans l'émission sur lequel tu avais branché ton Regard SSD? Alors oui, pourquoi pas, effectivement. Après, c'est une histoire de budget. Et deuxièmement, ensuite, c'est par rapport à une histoire de taille, comme je vous ai dit. Dans mon sac, il y a quand même 2 téléobjectifs, un macro, 2 optiques, 2 caméras, des cartes mémoire, les disques durs. Donc voilà, ça fait quand même du volume. On n'est pas en configuration montage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vous montrerai pas un film en direct. Mais effectivement, pour regarder les images et tout ça, pourquoi pas, ça m'intéresse, effectivement. Très bien. Autre question de Idiapo. Quelles sont tes optiques photos de prédilection? Alors moi, je suis très focal fixe. Hein. Donc focal fixe, ça veut dire, c'est pas un zoom. Voilà, j'aime le 600 mm ouverture 4, le 400 mm ouverture 2.8. Quand il y a très peu de lumière dans la jungle, ça fait toute la différence, vraiment. C'est un caillou qui pèse très très lourd. Le macro pour les insectes, les reptiles, bien sûr. Et pour les paysages, dernièrement, et un peu le macro aussi, je suis devenu maintenant Zeiss. Ce sont des optiques vraiment incroyables. Il y a une luminosité, il y a une texture, ce n'est pas du tout métallique, c'est vraiment très doux, il y a un piqué hallucinant. Et pour les tournages films aux caméras vidéo, il faut savoir que maintenant, je tourne aussi avec des Zeiss, des optiques Cinéma Prime. Et voilà, pour moi, c'est le 4x4 nécessaire que j'avais besoin pour la jungle. Bien. Voilà, j'ai le plaisir d'annoncer à Renaud qu'il a également gagné un livre offert par Jorge. Merci pour lui, Jorge. N'hésitez pas, Renaud, à nous envoyer vos coordonnées à l'adresse contact@onfaitlemac.com. Et pour remporter ce LaCie Regard SSD qu'utilise partout, Roré, s'il utilise partout, c'est que ça marche super bien. Il est là, regardez, il est ultra compact, il est mignon tout plein, hein. Il ressemble à un petit lion, on a envie de le croquer. Eh bien, il suffit de répondre tout à l'heure lorsque l'émission sera en replay, dans les commentaires de YouTube directement. Vous tapez un commentaire et vous laissez le message Regard SSD. Et on tirera au sort, on va vous donner la chance à tout le monde, pas uniquement ceux qui ont le courage de se lever tôt ce matin pour un 8 mai, de gagner ce beau disque dur SSD qui vous est offert par On refait le Mac. On prendra évidemment contact avec vous, le gagnant, directement via les commentaires de YouTube. Roré, ça s'est bien passé? Oui, bien sûr, vous avez du direct. Oui, on avait un petit moment, une petite coupure avec toi, mais tu as eu le bon réflexe de revenir avec nous très vite. Écoute, on se donne rendez-vous très très vite à Mimizan l'année prochaine et au festival, hein, et en Patagonie, si tu es d'accord, Oui, pour avec faire un plaisir. prochain LaCie Talk. Avec plaisir, rendez-vous au FIFPAN donc, du 13 au 15 mai 2021. Et puis, allons faire un safari photo ensemble, Olivier. Avec plaisir. Avec grand plaisir. J'aurais juste besoin un petit stage de remise en forme là, parce qu'avec le confinement, j'ai pris quelques mauvais kilos, crois-moi. Merci encore, Auré, d'avoir participé à cette émission et de t'être rendu disponible pendant ce confinement. Merci à vous, merci à tous.
et prends bien soin de toi. Quant à nous, on se donne rendez-vous tout simplement le mois prochain pour un prochain Lassie Talk. Prenez soin de vous, restez chez vous jusqu'à la fin du confinement si vous nous regardez en France et on se donne rendez-vous dans un mois. Au revoir et merci pour votre fidélité.